À 5h10. Annoncé dans le plus mauvais goût par une version discordante de l'hymne américain. Les récepteurs de l'armée ayant capté sans le vouloir la station KCBA de Delano qui s'adresse via Voice of America à l'Amérique latine, tandis que Sam Ellison explique qu'il est 0 minus 20 minutes, H moins 20 minutes. À H moins 5, la première sirène retentit, brève, géniarde. Au camp de base, on se dirige vers les tranchées, sous l'œil mort des scorpions. Boum. 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 Tu accueilles l'effervescence du désert. Le monde est une fête foraine. Il fait littéralement nuit. Autour de toi, les hommes de paille, les épouvantails du dernier jour se penchent, la caboche tout en faille. Hélas, leurs voix sont sèches quand ils murmurent ensemble. Elles sont silence et dépourvues de sens. Tu écoutes le cœur pareil à un noyau muet, la cavalcade des rats sur le verre brisé. Et tous tes souvenirs ne sont plus que carcasses, charognes chantantes. Oui, tu as vécu ta naïveté jusqu'à la dernière goutte, et cette goutte tombe, aujourd'hui, lourde et ronde comme du mercure, du haut d'une tour que les vents ébranlent, assoiffés d'explosions. Tu as vécu toutes ces années qui ne font pas un siècle, qui ne sont que tranchées, rivières de boue, attractions, répulsions, allées de parcs, boulevards de camps. Et aujourd'hui, silhouette sans forme, ombre sans nuance, tu avances vers la tornade. Ce que tu prends pour une tornade, et ici commence la terre morte, la terre des cactus. Ici, tout est encore possible, et tout est déjà joué. 45 secondes avant l'explosion, Dorothy déclenche le minuteur automatique. Oppenheimer a peur de perdre connaissance, et dans la nuit apparemment indéchirable, on entend l'appel vain des crapauds. Dorothy avance d'un pas régulier, ses souliers tantôt vermeils, tantôt argent, tantôt de simples godillots encrassés de poussière ocre. Elle laisse ses mains frôler les grands lobes des cactus, qui ne piquent plus, ne piquent plus, ne piquent plus. Elle sait que le soleil attend là, quelque part derrière les roches, et le sang coule enfin le long de ses cuisses, enfin tiède, bruissant de vie et de mort, d'enfants fourvoyés. Les couleurs de l'arc-en-ciel se sont réfugiées dans ses yeux, des yeux qu'elle ne rencontrera plus jamais en rêve, car ici, tous les yeux ont vu le royaume des morts, ont vu l'étincelle. Il est temps pour elle de partir, de renoncer au renoncement, d'entrer dans la grande mâchoire brisée de l'oubli, qui est, elle le sait, une fête, entre l'idée et la réalité, entre le geste et l'acte, une fête des ombres, et l'ombre enfin tombe. 5 secondes, les caméras se mettent à ronronner, loin des studios de la MGM, loin des salles imprégnées d'illusions, et leurs yeux s'écarquillent en une spirale métallique, prêts à absorber l'éclair. Dans le centre de contrôle, force paralysée, geste privé de mouvement, Sam Ellison sait sans avoir besoin de regarder le cadran qu'il ne reste qu'une seconde avant l'explosion. Comme s'il refusait de naître, d'une voix rauque, puisque dans leur monde tout commence par un Z et finit par un O, il hurle dans le micro. 0. 5h29:45. Oppenheimer articule en silence une bénédiction qui n'en est pas une, empruntée à la Bhagavad Gita. Si les rayons de 1000 soleils devaient exploser en même temps dans le ciel, on verrait alors la splendeur du Tout-Puissant. Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Non, Oppenheimer ne prononce évidemment pas ces mots. Il ne dit rien, ne pense à rien, n'entre pas dans l'histoire, n'en sort pas non plus, car l'explosion a commencé bien avant cela. Peut-être le jour où la femme qu'il aimait, qui n'était pas son épouse, est morte. Le jour où elle s'est suicidée sans qu'il ait eu le temps de lui dire l'amour, le regret, la lâcheté. Et peut-être qu'il a encore temps de tout arrêter quand il est trop tard. Voilà ce que son corps pense à l'heure de la remise à zéro de toutes les données. Dorothy baisse les yeux et regarde ses souliers, désormais transparents, si transparents qu'elle voit un peu trop clairement, sous sa peau en passe d'être calcinée, les fins osselets de ses orteils. Sa volonté quitte le berceau de son utérus en pleine éclosion et va retrouver refuge dans ses talons, qu'elle choque 3 fois l'un contre l'autre, en retrait de toute magie, puisque désormais la Trinité n'a plus de sens et que le soleil, l'autre soleil, se lève, non, bondit.
La température au centre de l'impact est 4 fois plus élevée que celle au centre du Soleil, 10 000 fois supérieure à celle qui règne à sa surface. Une pression de 100 milliards d'atmosphères contraint la Terre à une soudaine révérence. Entre la conception et la création, entre l'émotion et la création, l'énorme fœtus atomique s'étire en ovale, se contracte, puis s'épanouit en une cloche d'un vert jaunâtre nuancé de rouge avant de virer à l'orange, puis au rose foncé à 4000 mètres d'altitude. Ainsi en est-il dans ce royaume inversé, où tous iront marcher seuls, à l'heure où, tremblantes de tendresse, les lèvres censées embrasser forment des prières, comme le veulent les poèmes et les corps. Pareil à un cerveau arraché à sa boîte crânienne, la reine plutonium envahit le ciel, efface le visible, aspire toutes les particules de poussière afin de s'en faire une couronne d'un brun or et sépia. Des milliers de tonnes de sable en ébullition sont avalées par son titanesque fondement, puis régurgité en un geyser inextinguible. Et l'ombre, enfin, l'ombre tombe. La vie est très longue, pense Dorothy, agitée par des contractions dont elle connaît l'absence de signification, aussitôt réduite à un balancement, une oscillation, entre le désir et le spasme, entre la puissance et l'existence, entre l'essence et la chute, la peur et la jouissance. L'ombre tombe, l'ombre tombe. L'ombre tombe et quand la sphère retourne à son néant, le soleil se lève, froid citron, craché par une fente faite au cœur du désert, où des hommes assourdis se vantent déjà d'avoir tué plus de lapins que la plus folle des battues. Ils crient, ils chantent, ils dansent, plus hâlés que s'ils revenaient de Hawaï, sous l'enchantement des dernières peurs. Tout va alors très vite. En haut lieu, dans un bureau réquisitionné par la fumée des cigares, un long tube de papier est déroulé sur une table et maintenu aux 4 coins du monde par 4 cendriers. Une carte apparaît, 2 noms sont désignés, puis entourés à l'encre rouge. Hiroshima, Nagasaki. Qui dit mieux? Lance un général à la cantonade. Les téléphones sonnent, crabe noir, crabe zélé. Un whisky hors d'âge est traîné. Les fesses des secrétaires se prennent des claques. Des rires sont déchiquetés par les pales des ventilateurs. Les nouveaux magiciens se congratulent, la baguette un peu plus raide que d'habitude. Le chien d'un général aboie et tout le monde croit entendre le mot « horreur » gicler d'entre ses babines. La lumière qui tombe des plafonds est crue. Elle pourrait presque être qualifiée d'ignare. L'été ne fait que commencer et la colère de Dieu n'est plus qu'une allumette.